Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'Evolution AB, une société dans la bouche de beaucoup d'investisseurs et qui est vue comme une action étant à fort potentiel et un éventuel multi-bagger. D'ailleurs, je pense que certains d'entre vous l'ont en portefeuille, mais dernièrement, c'est une action qui est un peu dans la tourmente pour plusieurs raisons qu'on va évoquer dans cette vidéo. Et le dernier fait en date a eu lieu en décembre 2024 quand ils ont annoncé que la UK Gambling Commission, donc l'autorité britannique qui régule les jeux d'argent, avait ouvert une enquête auprès de la filiale d'Evolution au Royaume-Uni parce qu'ils suspectent qu'il y ait des opérateurs non licenciés au UK qui utilisent les solutions de live casino d'Evolution pour y faire de l'argent sans y être autorisés. Alors ce qu'il faut dire, c'est que le revenu que fait Evolution au UK, c'est environ 3% de son revenu total. Donc dans le pire des cas, ce qui est relativement peu probable, si les produits d'Evolution venaient à se faire interdire au UK, l'impact financier pour la société serait assez limité aujourd'hui. Le seul impact qu'on pourrait voir, c'est l'impact sur la croissance du revenu futur dans ce pays-là. Mais il faut croire que cette news, c'était un peu la goutte de trop pour pas mal d'investisseurs qui ont décidé de vendre l'action. Résultat, le prix de l'action a perdu plus de 10% après l'annonce, donc autour du 20 décembre. Et même si à l'heure où je tourne cette vidéo, le prix de l'action a repris quelques pourcents, la réaction du marché face à cette news, ça ressemblait un peu à un début de panique. Et on dirait bien qu'il y a de plus en plus d'investisseurs, entre guillemets, pessimistes sur le dossier qui finissent par jeter l'éponge. Et si on regarde l'évolution du prix sur les 5 dernières années, on comprend un petit peu pourquoi, car on s'aperçoit qu'on est de retour sur des niveaux de prix de 2021 et que sur 2024, la market cap a fondu d'environ 30% suite à plusieurs baisses successives qui sont dues à deux choses principalement. La première, c'est le ralentissement de la croissance et la deuxième, c'est une légère dégradation des marges. Et il y a deux événements qui se sont produits pendant le troisième trimestre 2024 qui illustrent en partie les difficultés que rencontre Evolution aujourd'hui et sur lesquelles j'aimerais qu'on se focalise dans cette vidéo. Aussi parce que ces événements permettent de mieux comprendre les caractéristiques du business d'Evolution. Donc ces événements, c'est premièrement les grèves dans les studios de Géorgie et deuxièmement la recrudescence des cyberattaques en Asie. Donc on va mettre nos lunettes esprit critique entre guillemets et pour chacun des points, on va essayer de voir premièrement ce qu'il se passe avec les informations dont on dispose. Deuxièmement, les réponses éventuelles apportées par le management, comment est-ce qu'il gère la situation. Et dernièrement, on essaiera de juger si c'est préoccupant ou non. Autrement dit, est-ce qu'il y a des raisons de devenir bearish sur le dossier? Est-ce qu'il y a péril dans la demeure? Avant de commencer, j'en profite pour vous dire que si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like. Ça permet de mieux les référencer. Et je vous rappelle aussi que je ne fais pas de conseils en investissement, que je vous invite toujours à faire le maximum de recherches avant de prendre une décision d'investissement et de challenger tout ce que vous allez entendre et lire dans cette vidéo. On commence tout de suite dans le vif du sujet. Donc, une des raisons de la baisse du prix de l'action en 2024, c'est les grèves qui ont eu lieu dans les studios basés en Géorgie depuis juillet 2024. Et je vous remets un petit peu de contexte, ça fait toujours du bien. Donc aujourd'hui, 80% du revenu d'Evolution vient de ces solutions de live casino que la société vend à des opérateurs tiers. Et le business model d'Evolution, avec ça, c'est d'opérer des tables de roulette, de blackjack, de poker, etc. en live dans ses propres studios situés très souvent dans des pays où les salaires sont plus faibles que la moyenne. Donc par exemple la Lettonie, la Roumanie et la Géorgie. Et ça fait sens puisque les dépenses de personnel sont leur premier poste de dépense et que plus de 80% des employés du groupe sont des croupiers ou des présentateurs de jeux. Cette stratégie d'optimisation des charges de personnel qu'ils ont depuis des années, ça aboutit au fait qu'aujourd'hui, environ un tiers des employés du groupe est basé à Tbilissi en Géorgie, soit environ 8000 employés en 2024. Alors pourquoi ce focus sur la Géorgie ?
Donc ils nous disent premièrement que c'est un environnement économico-politique relativement stable. Ils nous disent aussi que c'est une population relativement jeune, et c'est vrai, je suis allé vérifier, par rapport aux autres pays européens, ils ont une moyenne d'âge plutôt faible. Et troisièmement, et c'est la principale raison, c'est un pays où les salaires sont très faibles. J'ai noté un salaire moyen à 763 $. Ça m'a un peu choqué, j'ai dû double-check, parce que ça m'a un peu surpris. Mais c'est bien réel. Donc pour un pays européen, même si c'est Europe de l'Est, c'est vraiment très très faible. Et donc venons-en aux faits, plus de 500 employés d'Evolution à Tbilissi se sont mis en grève en juillet 2024, et ce qui est reproché à leur employeur principalement, c'est premièrement des salaires bien trop bas. Donc d'après les syndicats, les salaires des croupiers et autres présentateurs de jeux vont de 200 $ à 500 $ en moyenne par mois. Donc on peut se dire que même si ces chiffres sont minorés, entre guillemets, ils sont en dessous du salaire moyen en Géorgie qui est déjà très bas. Donc les employés en grève, ils demandent une augmentation de 100% des salaires et une révision de la grille d'évolution des salaires. La deuxième chose qu'ils déplorent, c'est des conditions de travail déplorables dans les studios de Tbilissi, avec des employés qui se plaignent de piqûres d'insectes, de problèmes de température et de ventilation. Et la dernière chose, c'est le harcèlement de la part de certains managers qui est dénoncé également. Donc la grève a commencé en juillet 2024 et elle s'est poursuivie en août, où ça a pris une tournure supplémentaire. D'après la presse, il y a un petit nombre de grévistes un peu plus énervés que les autres qui sont entrés illégalement dans les bureaux et qui ont commencé à occuper les locaux. Les grévistes, de leur côté, ils dénoncent des violences à leur encontre et qu'on essaie de les faire taire. Donc c'est parti littéralement en sucette. Et résultat des courses, en septembre, la situation était dans une impasse, avec environ 1000 employés virés depuis le début de la grève. Le personnel en grève qui n'a pas eu gain de cause par rapport aux demandes qui étaient faites. Et côté évolution, des studios qui ne sont opérés qu'à 60% de leur capacité totale pendant plusieurs mois. C'est ce que nous dit le CEO Martin Carlsund dans le rapport de Q3 2024 publié fin octobre. Et justement, faut qu'on parle un petit peu de l'attitude du management en réponse à ce qu'il se passe. Donc déjà, premier commentaire, il parle de ce qu'il s'est passé, donc c'est déjà un bon point. Il y a quand même, regardez, un pavé entier rien que sur le sujet des grèves dans le rapport de Q3. Et si on regarde de plus près, le CEO, il nous dit que la situation est stable maintenant, sans trop donner de détails sur comment la négociation s'est terminée, bien entendu. Mais du coup, on comprend qu'ils ont été forcés à réduire leurs effectifs en Géorgie. En gros, ils ont viré du personnel. Il nous dit aussi que ça a eu un effet négatif limité sur les opérations d'évolution au global, parce qu'ils ont pu en partie compenser la perte de capacité en augmentant la capacité dans leurs autres studios. Et en réponse à ça, à ce qui s'est passé, il dit aussi qu'ils vont continuer à développer la capacité de leurs studios dans d'autres pays. Je crois qu'ils ont notamment ouvert leur premier studio en République tchèque, je crois que c'était en décembre. Et l'idée derrière ça, c'est bien entendu de diminuer le poids des studios de Géorgie dans la capacité totale. Alors personnellement, j'ai 2 commentaires à faire suite à ce qu'il s'est passé. Premièrement, c'est qu'une grève de la sorte, je trouve pas ça anodin. J'en ai déjà parlé en vidéo. Pour évaluer la qualité du management d'une société, un des indicateurs parmi d'autres, c'est d'évaluer le traitement réservé aux salariés par le management. Dans une société où il y a de trop fortes inégalités en termes de conditions de travail, c'est comme pour moi un pays où il y a de très fortes inégalités. C'est en quelque sorte une poudrière qui peut s'enflammer à tout moment. Et là où c'est pas anodin cette situation, c'est que cette situation, elle s'est produite dans leur studio le plus important en termes de nombre d'employés. C'est pas comme si c'était un tout petit studio complètement secondaire. Et si ne serait-ce qu'une partie de ce que dénoncent les syndicats est vrai en termes de conditions de travail, eh ben on peut dire que c'est une faute grave de gestion. Et deuxième commentaire, il est lié à ce premier point, ça serait de dire que s'ils se sont
autant développé en Géorgie ces dernières années, c'est que la soupe était très bonne entre guillemets, avec des dépenses de personnel bien plus faibles en proportion qui leur ont permis d'augmenter leur marge opérationnelle ces dernières années et de générer, rien qu'avec les studios de Tbilissi, des centaines de millions d'euros de cash chaque année. On pourrait limite parler de Géorgie dépendance dans une certaine mesure. Alors aujourd'hui, ils nous disent on va accélérer le développement des studios dans d'autres pays. Ok, mais à quel prix? C'est ça la vraie question. On sait par exemple que le management a fait du marché nord-américain, notamment US, une de ses priorités et ils avaient d'ailleurs annoncé que d'ici fin 2024, ils emploieraient environ 4000 personnes aux US et au Canada, soit environ 20% de leur effectif. Mais la réalité, c'est que leur modèle aux US et au Canada, il est nettement moins profitable que leur modèle depuis leur studio de Géorgie ou de Lettonie par exemple. Aux US, il faut qu'ils dépensent beaucoup plus à la fois en termes de personnel, mais aussi d'infrastructure pour un même niveau de cash généré. Donc, les marges sont plus faibles. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a un graphique qui est super intéressant sur le sujet. Il a été produit par Ali Gunduz, une personne qui fait des travaux de recherche sur Evolution et dont les travaux sont extrêmement précieux. J'ai mis le site de sa newsletter et vous pouvez aller voir son Twitter aussi si vous vous êtes intéressé. Je mettrai les liens en description. Et je trouve que ça illustre très bien la tendance dont on vient de parler. C'est l'évolution des ventes générées en moyenne par salarié, donc avec un split nord-américain et international, donc hors Amérique du Nord. Et on voit que là où les ventes par salarié dans les studios à l'international sont en constante hausse, donc c'est la courbe en rouge. Là, c'était l'année 2023, on avait 108 000 euros de ventes générées par employé en moyenne. Là où la courbe en rouge, elle est en constante hausse, la courbe en bleu, elle est en baisse depuis plusieurs années. Donc ça signifie qu'ils arrivent à générer, à tirer moins de revenus en moyenne par salarié aux États-Unis et au Canada. Et ce qu'on peut noter, c'est que le gap commence sérieusement à se creuser. En 2023, on avait environ 40 000 euros de différence donc de revenus générés par salarié. C'est assez énorme et ça vient du fait que aux US, ils ont beaucoup recruté d'employés. Donc le nombre d'employés a fortement augmenté et le revenu n'a pas augmenté à la même vitesse. Et le deuxième point sur les US, c'est que ces marges plus faibles pour Evolution, c'est lié à des coûts d'infrastructure et de personnel plus importants aux États-Unis et au Canada que dans les autres pays, mais c'est aussi lié à la manière dont est régulé le marché aux US. Et je crois qu'au Canada, c'est un principe un peu similaire, c'est-à-dire une régulation État par État, donc aux États-Unis, et par province, il me semble, au Canada. Et c'est pour ça que certains parlent de scalabilité limitée, puisque Evolution est obligée de créer aux États-Unis un studio dans chaque État où elle veut vendre ses produits, plus ou moins. Donc là, je parle du business de Live Casino, et la société, du coup, doit s'adapter à chaque fois à la législation de chaque État. Et j'imagine qu'il y a des spécificités et que ça doit augmenter les coûts côté Evolution à chaque fois. Bon, en résumé, est-ce que cette situation est préoccupante ou non? Encore une fois, c'est mon avis personnel, mais je dirais que non globalement, parce qu'ils ont une stratégie de diversification qui leur permet de compenser la perte de capacité, mais ça doit servir d'alerte pour leur développement futur. Donc premièrement, il faudra s'assurer que ce genre d'événement ne se reproduise pas, avec un point d'attention sur comment ils gèrent l'équilibre entre optimiser les dépenses de personnel et améliorer les conditions de travail des salariés. Et deuxièmement, il faudra observer comment ils vont lutter contre la baisse de leur niveau de marge, notamment opérationnel, par exemple en augmentant leur pourcentage de commission s'ils veulent scaler leur business encore et encore. Aujourd'hui, ils ont des niveaux de marge très élevés. À eux de trouver des moyens de rester efficients, oui, mais aussi d'augmenter leurs revenus, notamment dans des marchés type Amérique du Nord où le développement est stratégique. Ok, on peut passer maintenant au deuxième événement négatif entre guillemets qui s'est produit en 2024 et qui a impacté la croissance d'Evolution. Cet événement, c'est une augmentation significative des cyberattaques ciblant leur diffusion de Live Casino en Asie.
Sur ce sujet-là, on a beaucoup moins d'informations que par rapport aux grèves en Géorgie. Les seules choses qu'on sait, c'est que des cybercriminels ont réussi à hacker les flux de diffusion de live casino d'évolution à destination du marché asiatique et sont parvenus à le modifier et à le revendre à des plateformes illégales de casinos en ligne. Ce qu'on déduit aussi des mots du CEO avec une augmentation significative des cyberattaques, c'est que la société subissait visiblement déjà des attaques auparavant. Et là, pour moi, il y a déjà un problème parce que c'est pas quelque chose dont ils ont déjà parlé spécifiquement, donc dans leur rapport ou dans les conf calls. Et oui, dans le rapport annuel, il y a le risque de cybersécurité qui est évoqué, mais c'est adressé de manière globale, un peu comme dans tous les rapports annuels finalement. Et du coup, ils nous disent qu'ils arrivent à neutraliser la plupart des attaques, mais qu'ils continuent à en subir. Du coup, on ne sait pas combien d'attaques ils subissent, combien en pourcentage ils arrivent à neutraliser, depuis quand ça dure, quel est l'impact financier en termes de manque à gagner et de coûts engendrés, etc. etc. Ça, c'est toutes des informations qu'on n'a pas pour l'instant, en tout cas que je n'ai pas trouvé. On ne sait pas non plus qui sont les responsables de ces attaques, ni même quels sont leurs motifs. Il y a certaines personnes qui parlent d'un lien potentiel avec la fin des POGO, qui sont des opérateurs de jeux aux Philippines qui proposent des services de jeux d'argent en ligne au marché extérieur, notamment en Chine. Du coup, ces opérateurs, ils ont été interdits aux Philippines en 2024, donc c'est tout récent. Et ils étaient dans le viseur car ils sont mêlés de près ou de loin à des activités de blanchiment d'argent et des activités criminelles en tout genre. Alors, ça reste qu'une hypothèse. Le lien avec l'interdiction des POGO n'a pas été établi. Mais ce qui ressort de cet événement et de comment le management en parle, c'est que j'ai l'impression que l'interdiction de ces opérateurs en Asie pourrait, si jamais il y a un lien, impacter significativement la croissance du revenu d'évolution qui provient de la région Asie. Ensuite, le management, on parle de manière tellement floue ici, dans un tout petit paragraphe, que ça donne l'impression qu'ils n'ont pas la maîtrise de la situation et qu'ils ne semblent pas avoir une vision très claire, entre guillemets, de ce qu'il se passe réellement. Donc ça, c'est plutôt inquiétant. Et c'est dû en grande partie au fait que le marché asiatique, c'est un marché opaque, principalement non régulé. Et ça tombe bien qu'on parle de ça parce que ça peut être le moment pour nous de réexpliquer la différence entre un marché régulé et non régulé dans les jeux d'argent en ligne et les principaux avantages et inconvénients de chaque côté. Donc quand on parle de marché régulé, c'est un pays ou un État qui a établi un cadre légal et qui a nommé une entité dédiée pour réguler les jeux d'argent. En gros, c'est un endroit où le secteur des jeux d'argent, notamment en ligne, est autorisé et encadré. En France, il y a un régulateur qui s'appelle l'ANJ, l'Autorité nationale des jeux, anciennement l'ARJEL pour ceux qui connaissent, et du coup qui est chargé donc de faire respecter le cadre qui est posé par la loi, donc prévenir le jeu excessif, assurer la protection des mineurs, assurer l'intégrité des opérateurs de jeu, veiller à l'équilibre entre les différentes filières du jeu. Bon, en l'occurrence, la France n'est peut-être pas le meilleur exemple puisque les produits d'évolution n'y sont pas autorisés aujourd'hui. Mais vous avez tous ces pays et États considérés comme des marchés régulés où les produits d'évolution y sont autorisés. Donc on voit tous les États des États-Unis où les produits sont autorisés et on voit pas mal de pays d'Europe. Et du coup, à l'inverse, les marchés non régulés, qu'on appelle aussi grey markets, ce sont des pays, des États où les jeux d'argent en ligne sont autorisés, mais pour autant, ils ne sont pas ou très peu encadrés. Alors, vous pouvez avoir un cadre parfois incomplet pour certains types d'activités, mais globalement, le secteur tout entier n'est pas régulé à proprement parler. Il n'y a pas forcément une entité qui est chargée de veiller à ce que tout se passe bien. Du coup, les marchés non régulés, c'est souvent des pays dits émergents. Historiquement, ça a été le cas de pas mal de pays en Asie du Sud-Est. Pourquoi ? Parce que la plupart des jeux d'argent sont illégaux en Chine et que pour contourner cette interdiction, beaucoup d'opérateurs de jeux sont venus s'installer dans des pays voisins comme le Cambodge ou les Philippines par exemple, où les jeux d'argent en ligne étaient à la fois autorisés mais aussi peu régulés. Et si on revient un petit peu sur
Evolution et qu'on regarde la répartition du revenu par géographie, on constate qu'ils tirent environ 60% de leurs revenus des marchés non régulés, donc 40% des marchés réguliers. Et ça, c'est pas étonnant quand on voit que l'Asie est aujourd'hui leur région la plus importante en termes de revenus et a été le driver numéro 1 de la croissance ces dernières années. Il y a un graphique aussi qui est vraiment pas mal pour s'apercevoir de ça. Donc, c'est ce qui est en rouge. Et ça nous permet de voir par la même occasion que ça fait 2 trimestres que la croissance du revenu provenant d'Asie est très faible. Vous voyez les tout petits rectangles rouges. Et sur Q3, le management nous dit carrément que les cyberattaques sont venues impacter négativement les ventes et il y a un risque, il y a une potentialité pour que la fin des fameux POGO aux Philippines, ça ait aussi un impact sur la croissance ces derniers trimestres, mais aussi dans la croissance future. Alors on pourrait questionner le fait qu'Evolution actuellement décide de vendre ses produits dans les marchés régulés et non régulés en même temps, là où d'autres acteurs décident de se focaliser uniquement sur les marchés régulés, mais en fait il y a des pour et des contre des deux côtés. C'est le petit tableau récap que j'ai fait ici. Les marchés régulés sont plus stables que les marchés non régulés, mais le simple fait d'être autorisé est parfois un long processus coûteux en temps et en argent. C'est ce que j'ai mis ici, donc ça c'est le point négatif. Et de l'autre côté, on a les marchés non régulés qui sont beaucoup plus simples d'accès et peuvent être très lucratifs parce que c'est un marché qui est colossal, mais sont aussi vus comme opaques et bien plus incertains. Et le commentaire que j'aimerais faire par rapport à ça, c'est que j'ai l'impression qu'en choisissant d'aller chercher une grande partie de leurs revenus dans les grey markets, ils augmentent la probabilité que les événements malveillants, entre guillemets, peu importe leur nature, les impactent directement ou indirectement. Donc c'est un risque qui est bien plus important. Et je trouve de manière générale que le secteur des jeux d'argent en ligne ou pas en ligne est un secteur relativement sale. Encore une fois, je mets des guillemets. Historiquement, ça a toujours été un moyen de blanchir de l'argent. Ce sont des activités autour desquelles gravitent beaucoup d'organisations criminelles. Donc, ce n'est pas un secteur très sain de ce point de vue-là. Et j'ai lu à plusieurs reprises, et on le voit ici dans le rapport annuel, le management dire que donc leur business, c'était un business avec de faibles barrières à l'entrée, mais de fortes barrières pour opérer avec succès. Et je suis plutôt d'accord avec ça, à vrai dire. Et ça me fait dire que c'est un secteur qui est complexe et où le niveau d'incertitude est bien plus important qu'on pourrait le penser. Bon, on peut revenir à notre sujet des cyberattaques avec la question, est-ce que la situation est préoccupante ou non ? Je dirais que sur le papier, j'ai l'impression que ça l'est un peu plus que les grèves en Géorgie. Pourquoi ? Parce que l'Asie, c'est leur région la plus importante en termes de revenus. Et si la croissance est en berne dans cette région, on a déjà vu l'impact sur les derniers trimestres 2024. La croissance du revenu en prend un coup. Et en 2025, ça n'annonce rien de très bon à ce niveau-là. Donc, c'est un des points sur lesquels il faut attendre bien plus de détails sur ce sujet en particulier dans le prochain rapport annuel qu'ils vont publier bientôt. Plus de détails sur leur compréhension de ce qu'il se passe, sur les cyberattaques d'une part et un potentiel impact de l'interdiction des opérateurs un peu borderline dans certains pays d'Asie du Sud-Est. Est-ce que la situation est sous contrôle ? Comment ils voient les choses ? Qu'est-ce qui nous dit que ça ne va pas se reproduire dans le futur ? Est-ce que ça viendra impacter le revenu, la croissance et dans quelle mesure ? Tout ça, c'est des réponses qu'il faudra avoir dans le rapport annuel ou dans la conf call quand ils vont présenter les chiffres. Bon, pour terminer, on peut dire sans trembler qu'Evolution a eu, avec 2024, une des années les plus challengeantes de son histoire, et le mot est peut-être faible. Il y a eu un enchaînement d'événements négatifs que le management a dû gérer, plusieurs risques qui se sont matérialisés. Et forcément, on a abordé dans cette vidéo que des sujets qui fâchent, entre guillemets, en essayant d'avoir un regard critique en plus. Donc, on va essayer de conclure sur une note positive.
parce qu'il y a du positif quand même. J'ai listé les principaux points qui me venaient en tête, donc on va les prendre un par un. Donc ROIC supérieur à 20%, ils ont une super rentabilité du capital. Déjà de manière générale, les chiffres d'évolution, ils sont quand même assez hors normes, donc ça il faut bien le garder à l'esprit. Certes, ça se dégrade un petit peu et bon, ils vont peut-être traverser des années un peu houleuses, mais les chiffres sont tout de même impressionnants. Donc rentabilité du capital, c'est supérieur à 20%. La croissance du revenu, donc revenu CAGR sur les 5 dernières années, on est quand même à 32%. Donc ça pourrait baisser, mais c'est dire la croissance passée qu'ils ont eue. Une marge opérationnelle de plus de 60%. Donc ça, pareil, c'est super élevé. Ils ont un business en fait de commission. Donc la grosse margin, c'est 100%. Et ensuite, leur plus gros poste, on en a parlé, c'est les dépenses de personnel. Et même avec ça, ils arrivent à avoir une marge opérationnelle de 60%. Donc c'est très beau. J'ai noté aussi les achats d'insiders, notamment, je crois, le CEO qui a acheté massivement des actions là suite à la baisse. Également le programme de buyback qu'ils ont mis en place, donc ça c'est super. Je crois qu'ils avaient fait un communiqué de presse dans l'année pour clarifier leur stratégie d'allocation du capital et dire qu'ils allaient, je crois, distribuer 50% des profits en dividendes et qu'ils mettaient en place du coup un programme de buyback, donc ça c'est super. Secular Trend, donc là on est vraiment sur un secteur qui a le vent en poupe et qui a un bel avenir devant lui. Il y a un marché énorme à aller chercher, que ce soit dans les marchés non régulés ou régulés. J'ai noté aussi la croissance en Amérique du Sud. Je pense que ça va être une région, ça l'est déjà, hein, mais de plus en plus à forte croissance, avec le Brésil qui est le plus gros pays d'Amérique latine, qui est en train de se réguler. Donc il y a du potentiel à ce niveau-là. Et ils ont parlé d'une potentielle implantation aux Philippines pour un studio. Et on sait que les Philippines, donc, il y a une population jeune, il y a pas mal d'anglophones et surtout le niveau des salaires est très bas. Donc ça pourrait être une autre corde à leur arc en termes de diversification de leurs capacités. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Là, on va rentrer dans la saison des publications des résultats annuels, donc je vais être plus actif que jamais, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!